vous d'être venu pour cette rencontre qui va donc être consacrée à la façon dont, en Bretagne tout particulièrement, la question du vêtement de travail a pu être vécue par les femmes qui pouvaient travailler dans les différents domaines où le vêtement de travail a fini par prendre une position déterminante. Je me suis rendu compte dans mon activité professionnelle, dans les musées dont parlait Anna Quéré, que le vêtement de travail était le grand oublié des collections. Et quand je me suis occupé du musée de Bretagne, j'avais pu lancer une collecte qui a mobilisé une personne pendant 1 an et qui a été l'occasion de se rendre compte qu'il y a là toute une richesse qu'il faut prendre d'ailleurs avec doigté et précaution, bien documenter ces objets parce qu'ils n'ont pas une beauté, en tout cas pour les vêtements les plus récents, qui s'imposerait comme une pièce de musée. Mais enfin, c'est un petit peu comme le fait qu'il n'y ait pas dans un musée de mobilier en formica, alors qu'il y a 120 armoires traditionnelles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pouvoir ramener les collections vers des objets plus proches de nous et du contemporain m'avait paru une priorité. Ça a été l'occasion donc de collecter des vêtements de travail, de les étudier. Et je m'étais également intéressé à cet aspect du vêtement de travail avec l'histoire du kabik, le cabano des goémoniers du pays pagan. Et ça avait été l'occasion de se rendre compte à quel point un vêtement de travail ne reste pas toujours un vêtement de travail. Le kabik étant devenu un vêtement à la mode en milieu urbain, dans un certain nombre de milieux politiques, chez les touristes et chez certains artistes. La façon dont les habits de travail peuvent être observés, eh bien, je propose qu'on les observe à travers les situations contemporaines, ou plus exactement en prenant appui sur 2 pôles. Un pôle contemporain, à travers la façon dont les équipements, les EPI, les équipements personnels de protection individuelle, les équipements de protection individuelle ont fini par dominer le corps des ouvriers. Et nous prendrons ensuite le deuxième pôle, qui est celui des vêtements de travail avant les vêtements tout faits. Et c'est à travers ce deuxième pôle la façon dont, dans les familles ouvrières ou dans les familles rurales ou dans les familles de pêcheurs, on s'habillait avec le peu dont on pouvait disposer à la maison. Donc pour commencer, ce pôle des vêtements portés aujourd'hui qui ont ce caractère que vous connaissez très bien, unisexe, uniforme, traité à travers des critères de haute lisibilité et pouvant, comme c'est le cas dans cette photographie prise pour le service de communication de la mairie de Quimper, il y a tout juste 2 ans, la femme à droite et ses collègues qui travaillent au service de la voirie de la ville de Quimper portent strictement le même vêtement. À Quimper, au moment de cette campagne, on a voulu sensibiliser, comme vous pouvez le voir avec le slogan, où on a voulu sensibiliser la population à la manière de s'investir dans la propreté des rues. On a également adopté une formule en langue bretonne de manière à investir d'une manière sensible et authentique les Quimpérois autour de cette démarche. Ce type de vêtements, appelés habituellement donc les EPI, avait été précédé par toute une série de vêtements adoptés en particulier dans notre région, dans le monde de l'industrie agroalimentaire, comme cette cotte de maille, utilisée chez Enaf à Pouldreuzic, dans le Finistère, au tout début de notre siècle, et qui fait partie de ces vêtements collectés par le musée de Bretagne, dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont des vêtements qui sont finalement une adaptation stricte du Code du travail qui avait été aménagé à partir de 1991 par une loi qui s'appelait la loi Adapter le travail à l'homme, et non pas l'inverse, qui avait été proposée par Madame Aubry, Monsieur Bianco, sous la direction de Madame Cresson comme Première ministre. C'est à cette époque une traduction dans le droit français d'un certain nombre de directives européennes,
qui sont étudiés d'ailleurs depuis des années, avant de prendre la forme normalisée des combinaisons que je vous montrais à Quimper tout à l'heure, en particulier donc dans le domaine de l'agroalimentaire, où déjà depuis les années 1960, on expérimentait des cottes de mailles comme celle-ci, de manière à protéger le corps des ouvriers et des ouvrières qui travaillaient dans les boucheries, dans la partie boucherie des abattoirs, dont les couteaux pouvaient glisser lorsqu'ils faisaient des gestes ramenant le couteau vers soi et qui pouvaient se tuer. Il y a eu des accidents de travail dans ce sens. Et la cotte de maille est destinée à protéger leur abdomen de glissements intempestifs de couteaux. Souvent, d'ailleurs, ce type de cotte de maille est associé à des gantelets à 3 dents, des doigtiers, qui constituent également une protection contre la coupe. Comme vous pouvez le voir avec ce type de vêtements, on a ici un bouleversement du code des apparences. On se croirait parfois dans un autre temps quand on est face à une cotte de maille de cette nature. Ce sont des protections, mais pas des appareillages. Et comme vous pouvez le constater, c'est également un type de vêtement qui transfigure les apparences. Et pourtant, un certain nombre de photographes se sont passionnés pour la façon dont, dans les conserveries ou dans les criées du Finistère ou du Morbihan, on a porté des vêtements de travail. C'est le cas en particulier de Stéphane Lavoué, qui, en mars 2016, a rencontré au Guilvinec, dans l'entreprise Océalliance, Laurie, cet employé de Marais, qu'il a sublimé pour lui permettre de quitter le strict terrain du travail et de la criée où elle besogne, en lui donnant une allure presque de Béguine dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Et Stéphane Lavoué, comme d'autres photographes, manifeste un intérêt durable pour les vêtements de travail portés dans les usines agroalimentaires tout particulièrement. À l'autre pôle, qui cadre la période dont nous allons observer l'évolution, il y a les vêtements de travail avant les vêtements de travail, c'est-à-dire avant les vêtements standardisés ou les vêtements tout faits, fabriqués par des confectionneurs ou distribués par de grandes marques comme la Belle Jardinière ou Braillon ou le Congé Willeman. La grande caractéristique de cette longue période qui concerne le XVIIIe et une bonne partie du XIXe siècle, c'est que les familles faisaient pour se vêtir au travail avec le peu dont elles disposaient. Elles pouvaient également bénéficier de certains savoirs assez délicats sur le corps au travail. C'est le cas, par exemple, de ces femmes débardeurs sur les quais du port de Pont-l'Abbé pendant la Première Guerre mondiale. C'est une carte postale qui montre que les femmes pouvaient ajuster sur leurs épaules un sac à pommes de terre, un sac de jute ou de chanvre, pour se protéger les épaules contre le poids des sacs de pommes de terre, pour l'aider à glisser, et le cas échéant, c'est un savoir sur le corps empirique, se couvrir la tête contre l'eau de pluie en rejoignant deux coins des sacs à pommes de terre pour constituer une coiffe de protection contre la pluie. Faire avec le peu dont on disposait, c'est tout à fait caractéristique de ce que l'on peut voir ici dans cette photo issue des collections des archives départementales du Morbihan, où vous voyez en bas une scène agricole où les femmes se protègent principalement du soleil et de la lumière par un capot, une coiffe de travail qui pouvait parfois d'ailleurs être aussi portée lors de cérémonies pour peu que le textile, le constituant, soit plus raffiné. Et avec la trieuse d'huîtres également dans le Morbihan, vous voyez que la façon dont cette femme est vêtue associe plusieurs textiles de nature très différente, des textiles simples, grossiers, pas tous forcément fabriqués à la maison, mais ils le sont quand même majoritairement, avec comme seule indication d'élégance, le souci d'élégance, pardon, la possibilité de porter au travail une coiffe traditionnelle de sa paroisse. Cette question de la fabrication des vêtements à la maison, avec le peu dont on disposait dans les foyers, est également liée à une tradition assez connue en Bretagne, qui consistait à acheter des étoffes
faute de trésorerie dans les foyers, en utilisant un système de troc terrible qui consiste pour les femmes à vendre leurs cheveux. On a ici une carte postale c'est une photographie de Paul Géniaud qui a été prise dans le Morbihan au tout début du XXe siècle, où l'on voit une scène de coupeur de cheveux qui, moyennant la coupe rase et brutale des cheveux, qu'il acquiert pour les vendre ensuite à des fabricants de perruques dans la région parisienne ou dans le nord de la France, échange des coupons qui vont servir de coupons textiles pour la fabrication de tout vêtement dans la maison, mais aussi des premiers vêtements de travail et de protection du corps. La façon de s'extraire des vêtements traditionnels, et en particulier des costumes de cérémonie, les costumes de mariage ou des costumes de pardon, est un problème dans la société traditionnelle de Bretagne, problème sur lequel Père Jacques Azélias nous a laissé quelques expressions et quelques témoignages qui portent principalement sur le pays bigoudin au tout début du XXe siècle. Jacques Azélias nous dit que tomber dans la casquette, c'est son expression, était quelque chose de largement péjoratif dans la société traditionnelle du pays bigoudin. Et il ajoute que l'abandon du costume passe encore pour un reniement et presque une déchéance. De son côté, le poète Briseux, que vous connaissez sans doute très bien, a écrit des formules comme celle-ci: « L'utile a pour jamais remplacé la beauté ». Il y a toute une résistance dans la société traditionnelle à l'adoption du vêtement de travail typique, parce qu'il est en concurrence dans la trésorerie des foyers, mais aussi dans la manière dont la vie sociale s'organise autour du tailleur en particulier, en concurrence avec le costume traditionnel de la paroisse. Et l'on sait que dans certains territoires, dont le pays bigoudin, on commence par adopter le pantalon, puis seulement après la veste, et on regrette beaucoup de négliger le tailleur local qui reste, lui, le grand correspondant de l'aristocratie du pays bigoudin ou du pays glazique, qui, elle, continue à s'adresser aux tailleurs, non pas pour des vêtements de travail, bien sûr, mais pour des costumes traditionnels au tout début du XXe siècle, qui réitèrent une certaine connaissance des traditions bretonnes au service de la pensée de l'aristocratie principalement. Et puis arrive un certain nombre de vêtements qui commencent à devenir des vêtements types du monde du travail, agricole ou ouvrier. En particulier, la veste de bleu. La question du bleu était une question très connue dans les familles rurales en Bretagne, puisque la plupart du temps, les femmes pouvaient teindre en bleu la veste en coton avec de l'indigo en boule mise à tremper, puisque le blanc était considéré comme beaucoup trop salissant. Mais comme ce texte concernant les apprentis mécaniciens de Lorient, à la caserne de Caudan, le dit bien, eh bien, cette teinture était quelquefois incertaine. Le vêtement ouvrier standardisé apparaît dans notre région, non pas à la fin du XIXe siècle, comme dans les mines du nord de la France ou dans certains territoires des Cévennes, mais plutôt dans les années 1900, 1910, parfois 1920, autour de trois grandes sources de confection. Les couturières, on en reparlera tout à l'heure, et le commerce. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un commerce dans une grande rue de Brest en 1910, qui, comme vous voyez, affiche non seulement le nom de son propriétaire, M. Roubaud, et sa maison Roubaud, et s'adresse aux ouvriers avec l'enseigne aux ouvriers. Et sur la partie gauche de sa vitrine, la mention des vêtements de travail et de la maison Lafont, dont ils sont les dépositaires, pour constituer en quelque sorte à Brest un des premiers commerces spécialement attachés à la diffusion de vêtements de travail fabriqués par des confectionneurs. Et puis il existe, comme le montre ce catalogue de la Belle Jardinière,
La première mention d'un vêtement de travail dans ce commerce de gros parisien apparaît en 1914 avec cette couverture qui est consacrée à un ensemble d'une trentaine de vêtements consacrés au travail ouvrier, féminin, on en reparlera tout à l'heure, pour une partie. Il faut que, pour que le bleu de travail devienne un vêtement qui se commercialise dans ces conditions-là, la question de la tenue du bleu, qui est donc la parade au salissement de l'étoffe blanche, soit permanent. Et pour cela, il faut imaginer que les industriels confectionneurs aient mis au point les teintures de cuve à base de produits chimiques, qui sont des teintures permettant la fixation définitive du bleu sans qu'il y ait la crainte qu'il déteigne. Mais on reparlera du bleu de travail, car en réalité, lorsque l'on se penche vers les premières manières de se vêtir au travail, qui sont connues aujourd'hui des ethnologues ou des historiens, on a affaire à une très grande continuité qui sera rompue dans les années 20 sous des formes que je reprendrai tout à l'heure. Mais parlons plutôt maintenant de cette grande continuité qui commence par l'observation de la façon dont les femmes, notamment dans les usines de conserve, ont utilisé certaines pièces du costume traditionnel, paroissial, costume de fête, pour le travail. Et c'est le cas bien connu des sardinières travaillant dans les fritures de Douarnenez entre les années 1870 et les années 1920. La plupart du temps, la tenue au travail pour ces ouvrières est constituée du tablier qui est ajusté sur le vêtement civil de tous les jours. Et comme vous le voyez dans cette photographie de Paul Gruyé du début du XXe siècle, de la coiffe traditionnelle du pays de Douarnenez, mais également du Cap-Sizun. J'ai cherché pour vous aux archives départementales. J'ai trouvé pour vous aux archives départementales du Morbihan une photographie de Paul ou de Charles Géniaud, deux frères photographes assez connus, qui se sont introduits dans une conserverie dans le Morbihan, qui nous montre que l'on peut avoir à la fois la coiffe traditionnelle au travail, quotidiennement, associée au tablier rapporté sur la tenue ordinaire de tous les jours, mais également le mouchoir de tête, comme la femme du second plan, mouchoir de tête auquel d'ailleurs la plupart des confectionnaires n'ont pas accordé beaucoup d'intérêt. C'était un ouvrage exclusivement féminin que l'on retrouve quand même dans certaines régions françaises, comme la marmotte, qui est le fichu des Savoyardes, ou le cafus, qui est le fichu des trieuses de charbon dans le nord de la France. Mais on a affaire ici, dans notre région, à Douarnenez et autour d'Audierne, dans tout le Cap et dans tout l'ouest du Finistère, à la fameuse coiffe penne-sardine, mais dans le Morbihan, comme le montre également cette photo issue du fond des archives départementales, il y a un ensemble assez diversifié de coiffes qui sont donc des coiffes correspondant aux usages traditionnels, familiaux, locaux. Ce que ces coiffes ont en commun, c'est d'avoir une visagière très réduite, des ailes qui sont raccourcies et reportées en arrière, les fameux chinkelou de la coiffe penne-sardine. Et ces ailes sont plaquées en haut de la nuque par un amidonnage très, très fort. Ce que la photo ici nous permet de comprendre, c'est qu'une seule coiffe et un seul tablier n'étaient pas adaptés au trousseau d'usine des sardinières. Et beaucoup de témoignages, parmi les rares qui en parlent, soulignent qu'il ne suffisait pas d'une coiffe, celle-ci s'encrassait très facilement dans cette atmosphère d'huile chauffée et bouillante, avec quantité de vapeur de toute nature, d'odeur, de poisson et d'huile chauffée, ce qui fait que les femmes étaient contraintes de disposer d'un trousseau d'usine constitué de plusieurs coiffes qu'elles lavaient régulièrement, tout comme elles étaient contraintes à adopter plusieurs tabliers.
Et puis, avec l'évolution du travail dans les conserveries de sardines, eh bien, comme l'a dit un auteur qui a travaillé sur l'usine Chancerelle de Douarnenez, la charlotte a remplacé la coiffe, et il faisait correspondre ce remplacement dans les années 1960, 1970 surtout, avec la façon dont on arrête de chanter et de parler la langue bretonne dans les conserveries de Douarnenez pour parler le français. Voici une photographie du photographe Marc Loyon, qui a été en résidence à Douarnenez pendant quelques semaines en 2017 et qui, dans la conserverie Chancerelle, a pu observer comment aujourd'hui les femmes étaient vêtues pour leur travail à la chaîne, blouse et charlotte, et les écouteurs pour se protéger contre les agressions du bruit. Autre élément caractéristique de la longue continuité avant les vêtements de travail tout faits, le succès des blouses. Comme vous pouvez le voir avec la photographie de droite, les ouvrières travaillant à l'arsenal de Brest portaient traditionnellement des blouses comme celle-ci. Le photographe Édouard Pierre, qui avait un studio qui les a donc accueillis, les prend en photo dans leur tenue de travail, avec la mention de l'atelier où elles travaillent indiquée sur l'ardoise au pied de la femme qui est au centre. Et comme vous pouvez le voir, s'il y a une unité dans la façon dont la blouse est portée par ces femmes, il y a quelques éléments distinctifs autour du col qui permettent d'apporter une touche d'élégance, en tout cas une touche de vêtements personnels choisis par les ouvrières de l'arsenal de Brest. Malheureusement, la photo de gauche est difficile, j'aurais préféré la trouver, mais elle est introuvable parce que ce fond photographique est délicat, est accessible de façon difficile. Le fond d'Yvonne Kerdudo, cette photographe qui travaillait dans le Trégor à vélo comme photographe et qui a photographié beaucoup de situations en campagne. Et la photographie de gauche est tout à fait semblable par la blouse que porte cette fermière, Soise, à Plouaret, au début du XXe siècle, à la blouse que pouvaient porter les ouvrières de l'arsenal de Brest à droite. Mais porter la blouse, c'est être habillé, mais n'être appareillé en rien. Le corps reste aussi fragile et aussi exposé. Même si la blouse laisse place à un brin de personnalisation. Mais comme vous pouvez le voir ici avec le personnel d'un atelier de piqûre, atelier dans une usine de chaussures, Cordier à Fougères, vers 1910, la blouse expose clairement les hiérarchies. On voit ici le contremaître qui porte la blouse blanche, alors que les femmes qui sont attablées auprès des machines portent des blouses plutôt sombres, quand elles portent d'ailleurs une blouse. Certaines sont en vêtements de ville. Mais ce que l'on reproche aux blouses, en particulier celles que portent les ouvrières, c'est qu'elles sont dangereuses. Et toute une série de campagnes de l'Institut national de recherche et de prévention au travail porte justement sur le besoin de se protéger d'un certain nombre de revers, comme celui qui figure sur cette affiche de Bernard Cadbec, qui était exposé à l'Arsenal de Brest, où l'on voit qu'une femme expose ses cheveux et un vêtement trop flottant à des arrachements ou à un accident avec les machines, d'où ce slogan « ni cheveux, ni vêtements flottants ». Dans la grande continuité des premiers vêtements portés au travail se rattachant à de grandes traditions régionales, cette manière de faire breton au travail en imposant au personnel de salle de porter la coiffe traditionnelle. Et c'est quelque chose qui a été bien étudié, non loin d'ici, à Riac-sur-Belon, dans le restaurant chez Mélanie, très célèbre parmi les gastronomes, et qui était considéré comme le rendez-vous des Lorientais. Les serveuses qui travaillaient chez Mélanie Roy avaient l'obligation de porter la coiffe de Pont-Aven,
la patronne, Madame Roy, leur accordait un tablier avec quelquefois quelques fantaisies dans la manière de traiter le devantier ou la ceinture, mais la coiffe était une obligation que Madame Roy imposait à ses employés, avec l'idée de faire breton, c'est-à-dire de se rattacher à une tradition de qualité, qui était d'ailleurs associée, comme vous pouvez le voir dans la carte postale qui est en haut, dans la grande salle du restaurant, à des peintures à sujet breton, mais également à des meubles bretons traditionnels qui n'étaient plus de rigueur déjà au moment où cette photo a pu être prise. Dans ce conservatoire des mœurs traditionnelles de Bretagne que Mélanie Roy pouvait représenter, et qui était également reproduit à Douarnenez, par exemple, à l'Hôtel du Commerce, ou auprès de toute cette tradition des mères, vous savez, dans l'industrie alimentaire. Eh bien, la tradition de Riec-sur-Belon s'est exportée, et c'est ainsi qu'à Dinard, sur la côte d'Émeraude, à 200 km de Riec-sur-Belon, eh bien, l'hôtel Le Printania, pendant 30 ans, recrutait des jeunes filles de Pont-Aven ou de Riec-sur-Belon pour, pareillement, servir en salle avec une tenue régionale typée, qui contrevient à toutes les règles d'hygiène promues à l'époque, en tout cas dans la manière de retenir les cheveux, mais qui est répandue d'une manière assez régulière. Et puis d'une manière plus récente encore, il y a une façon de faire breton au travail qui est typée dans la façon dont la société Britair, qui a été constituée, la société d'aviation, autour de Morlaix par les grands producteurs de choux-fleurs et d'artichauts, qui, après avoir constitué une grande coopérative et devant négocier quantité de contrats avec l'Angleterre, ont créé en 1978, la compagnie Britair, dont la tenue des hôtesses de l'air intègre des référents visuels comme les rayures jaunes du corsage et du mouchoir, qui sont des références aux ajoncs et aux genêts des Landes bretonnes, le blanc et le bleu, qui est une allusion au blanc et noir du Gwenadu, sans oublier l'hermine brodée, qui est une référence qu'on le retrouve également sur le cockpit de ces avions. Enfin, pour terminer sur cette grande continuité, et je dois vous parler des couturières, qui constituent dans le milieu rural et même en ville une énergie considérable sur laquelle beaucoup d'historiens ont pu constater qu'elle constituait une main-d'œuvre très nombreuse, disséminée en campagne, peu exigeante, très travailleuse et prête à pas mal de déplacements, comme c'est le cas par exemple pour ces couturières itinérantes photographiées par Joseph Piot dans le nord d'Ille-et-Vilaine vers 1927, où l'on sait que ces 3 jeunes femmes sont arrivées dans cette ferme le matin vers 7 heures avec la machine à coudre dans la brouette pour constituer un atelier itinérant à la ferme pour travailler sur le raccommodage ou la confection de vêtements de travail. Alors, bien sûr, la machine à coudre a été un progrès pour ces jeunes femmes qui travaillaient surtout d'ailleurs en chambre avec des salaires qui donnent une mesure de la difficulté d'acquérir un investissement comme la machine à coudre. Dans une très belle enquête sur la condition ouvrière du Finistère en 1921, qui est aux archives départementales du Finistère, on apprend qu'une couturière en chambre de Concarneau pouvait toucher 35 francs en avril 1921. Mais pour acquérir sa machine à coudre, il lui a fallu 150 francs, ce qui donne une idée de l'importance de l'investissement. C'est une économie l'économie des couturières, qui a ceci de traditionnel, en ce sens que c'est une économie dispersée, liée à l'itinérance, qui repose sur la main-d'œuvre abondante en milieu rural dont je vous parlais, mais qui représente quelque chose d'important dans la mesure où il s'agit d'une des rares compétences monétaires que la société traditionnelle a laissées aux femmes, puisqu'elles pouvaient percevoir de l'argent qu'elles pouvaient conserver pour elles-mêmes ou mettre à la disposition du foyer, alors que dans la plupart des autres tâches
en tout cas en milieu rural, elles ne percevaient pas de rémunération particulière. Le rôle des couturières a pu être également, quand les confectionneurs sont arrivés à produire des vêtements de travail en Bretagne, et je pense en particulier ici à la marque née à Pontorson en 1913 et qui s'est répandue ensuite à Rennes, Ariès Le Mont-Saint-Michel, très célèbre pour ses bleus indéformables. Eh bien, si elle faisait faire la coupe en usine à Pontorson ou à Rennes, jusque dans les années 1960, ce sont des couturières en milieu rural qui étaient chargées de coudre les étiquettes, comme celle en bas à gauche, les fermetures éclairs, ou bien tous les éléments qui pouvaient être utiles à l'achèvement du travail de confection avant la mise en vente sur le marché. La société Ariès Mont-Saint-Michel est connue pour ses bleus de travail ultra résistants, dont une très grande quantité a donc été terminée par les couturières dans la région de Rennes et de Pontorson, avec cette réclame assez connue qui date de 1950 et qui montre bien l'attachement des confectionneurs à utiliser tous les artifices possibles pour indiquer la résistance et la solidité de leurs vêtements. Ici, c'est un personnage de foire qui tente évidemment de déchirer une veste de bleu, ce qu'il ne réussit pas à faire. Et il y a, vous le savez sans doute, à Guingamp, une entreprise qui elle aussi s'appuie sur une tradition de solidité et qui fait référence au patrimoine préhistorique breton. C'est la société Dolmen qui existe encore et dont le nom dit bien son ambition. Je voudrais, avant de passer à un certain nombre de ruptures dans cette grande continuité, et vous parler de vêtements tout faits, portés par les femmes ou fabriqués par les femmes, vous lire ce que les circulaires imposaient aux jeunes femmes à partir de la loi de 1882, qui faisait que les travaux d'aiguille participaient à l'éducation des jeunes filles. Cette loi rend le travail manuel obligatoire à l'école primaire, tout comme les travaux d'aiguille, puis à l'échelon de l'enseignement professionnel, ce sont des cours de coupe qui deviennent absolument obligatoires, avec ce que j'ai trouvé dans un manuel de l'enseignement primaire répandu dans le département des Côtes-d'Armor. Qu'une jeune fille sache lire, écrire et compter, rien de plus désirable, mais qu'elle ne s'entende pas à manier l'aiguille, quoi de pire ? Et c'est pourtant le domaine des couturières que je vous propose d'observer dans ces différentes ruptures avec les longues continuités que j'évoquais jusqu'à maintenant et qui vont donner lieu à une quantité massive de vêtements de travail portés par les hommes, portés par les femmes et confectionnés beaucoup par les femmes. Alors, je vais prendre appui sur un atelier étrange, c'est l'atelier du maître tailleur du port de Brest, qui avait cet intérieur que vous pouvez voir avec ces deux photographies dans les années 1950. Il est perdu au fond de la Pinfeld et sa vocation est très simple. Fabriquer tous les uniformes des militaires, des marins sédentaires ou navigants qui passent par Brest, c'est-à-dire des milliers de pièces. En cela, on n'a pas de raison de le retenir. Par contre, il est chargé également de confectionner tous les bleus de travail des 6 à 7 000 ouvriers de l'Arsenal qui se trouvent sur le plateau, et une fois par an, avec une obligation pour l'Arsenal de fournir un ensemble de bleus de travail différents tous les ans. En 1947, il y avait dans cet atelier du maître tailleur 108 ouvrières confectionneuses à domicile sur 230. Elles étaient veuves de guerre ou orphelines, mais c'était également souvent des couturières très adroites dont la compétence était très reconnue. Quand on regarde comment elles fonctionnaient avec leur entreprise, l'atelier du maître tailleur, on se rend compte qu'il y avait là une organisation extrêmement ritualisée et très au point, à commencer par les indemnités qu'elles recevaient. Par exemple, pour pouvoir postuler comme ouvrière du sac, puisqu'elle venait chercher les textiles le lundi matin dans un sac et qu'elle revenait avec le même sac rempli de vêtements confectionnés à la fin de la même semaine. Donc ces ouvrières du sac
étaient payés 25 francs et leur taux horaire a été, pendant toute la période que j'ai observée, 80%, était de 80% du salaire des hommes travaillant à l'atelier. Elle devait donc disposer d'une machine à coudre, mais l'atelier du maître tailleur leur délivrait les canettes, les aiguilles, de l'huile, du fil, et les couturières pouvaient percevoir des indemnités d'usure. Par exemple, j'ai noté 10 francs par mois pour la machine à coudre à partir de 1945, 5 francs par mois pour les dépenses d'aiguille, 15 francs par mois à condition de se servir 2 heures par semaine au moins pour le chauffage du fer à repasser. Ces femmes ont donc pris part à la fabrication de milliers de bleus de travail, comme ces combinaisons en bleu, dont il faut quand même souligner que, comme vous y songez sûrement, ni la pression du bleu indigo, ni le tissage ne sont faits à Brest, et aucun confectionneur en breton, ni Dolmen, ni Ariès le Mont-Saint-Michel, ni le maître tailleur du port de Brest ne tissaient et teintaient. Ils achetaient donc tout ceci dans le nord de la France ou dans l'est, se contentant d'un travail de montage et de confection. Avec ce type de fabrication par des confectionneurs bretons ou par des grandes marques, la Belle Jardinière ou Braillon ou Saint-Étienne, arrivent des vêtements professionnels qui marquent une grande rupture dans la manière dont on s'habille au travail, puisque certains vêtements deviennent typiques d'un certain nombre d'activités professionnelles. Sont bien connus les tabliers qui sont portés par les femmes qui sont recrutées dans les familles pour être nourrices ou être gens de maison. Et porter le tablier était une chose qui avait une grande importance en termes de protection, mais également en termes de valeur sociale. Un proverbe avait été recueilli au début du XXe siècle à ce propos: « Femme sans tablier, femme à tout le monde », disait-on dans le pays glasique. Et évidemment, le tablier est le marqueur d'une relation sociale extrêmement violente, qui se reproduit sans cette violence, mais avec une sorte d'exigence qui consiste à porter le tablier, notamment chez les gens de maison, par souci de propreté et par souci de distinction du personnel des gens de maison par rapport à leurs employeurs, qui sont la plupart du temps des aristocrates, comme ici la famille de M. de Quérévert dans le sud de Saint-Brieuc. Les tabliers et les blouses font l'objet d'un certain nombre de propositions chez les grands confectionneurs et les grands commerçants, comme ici la marque Braillon, qui en 1914, dans son catalogue qui existe à la bibliothèque Forney à Paris, propose sur un catalogue pour une année de vêtements de travail une trentaine de pages et 2 seulement pour les vêtements féminins, mais avec 8 styles différents de tabliers, en coton, en cretonne, en jute, en toile métisse, en serpillière, une grosse toile jaune, ou en percale, ce coton ras qui est très serré. Les blouses de leur côté, en haut à droite, sont de style très différents, avec quelques nuances sur piqûre, boutons, ceinture, lisière. Dans la vie quotidienne, le tablier va finir par acquérir, dans les milieux du commerce, une valeur d'expertise en quelque sorte. Je trouvais qu'il était intéressant d'associer pour la même boutique, ce commerce, la quincaillerie Autin, rue Jean Jaurès à Brest, la photographie prise en 1900 et la photographie prise 10 années plus tard, à peu près au même endroit, alors que la boutique s'est étoffée en personnel et que pour indiquer la qualité de ce commerce qui s'est étoffé, la professionnalisation du personnel. Les hommes en blouse, serpillière, mais les femmes avec le tablier ou la blouse. Les hommes portent également la cravate au-dessus de leur paletot. Et vous voyez qu'ici, les vêtements professionnels
qualifie le personnel et le commerce lui-même. On peut faire la même analyse à Nantes, chez Lu, quand, à l'occasion d'une fête, l'ensemble du personnel est réuni avec une unité de couleur autour du tablier blanc porté par tous ces ouvriers et ces ouvrières, qui fait autorité d'une certaine manière, après avoir fait unité. Le tablier se distingue, mais il distingue également des professionnels dans le monde industriel. Et puis, évidemment, il pourrait y avoir quelque chose d'ironique à évoquer Bécassine, mais ce buvard qui figure dans la collection du petit et beau musée rural de l'école à Botoa, près de Saint-Nicolas-du-Pelem, dans les Côtes-d'Armor, où l'on voit que Bécassine est évidemment toujours avec un tablier, ce qui n'échappe à personne puisqu'elle est une domestique à Paris, perdue. Mais vous le savez, ici, comme vous pouvez le voir ici, on fait appel à Bécassine non pas comme une domestique méprisée, mais comme une personne qui dispose d'une certaine compétence, d'une certaine érudition, puisqu'elle est capable, elle est en mesure de proposer des laines de qualité, ce qui fait que l'association de son tablier et de ses connaissances fait évoluer le mépris que l'on a longtemps porté sur la personne de Bécassine, qui au passage se montre, quand on sait bien lire les albums, une personne tellement indispensable aux familles qu'elle sert, que l'on se rend compte de la dépendance d'une certaine bourgeoisie vis-à-vis de cette jeune femme. Et puis arrivent les habits qui sont cette fois marqueurs de communauté, avec tout particulièrement les communautés d'enseignants dont la motivation longue et durable et profonde est de s'affranchir du costume porté par les religieuses qui faisaient la classe auparavant et presque exclusivement. Donc en cherchant à s'affranchir de la tenue de religieuse, les jeunes institutrices sont confrontées à des choix difficiles à faire, si ce n'est que le fameux Code Soleil, le livre des instituteurs, considéré un petit peu comme la Bible des jeunes instituteurs pendant la première moitié du XXe siècle, donne un certain nombre d'orientations que je vous laisse lire tranquillement. Les institutrices sont donc guidées vers un certain nombre de critères qu'une inspectrice d'académie évoque à son tour sous une forme différente. D'où la diffusion de la blouse qui est vraiment très typique du travail des institutrices et des instituteurs, mais aussi, il faut le reconnaître, d'un certain effacement vestimentaire. Car avant de porter la blouse, les institutrices portaient volontiers la robe noire, des bas gris à condition qu'ils ne soient pas transparents, un manteau gris également. L'intérêt de la blouse grise, c'est qu'elle voile les traces de craie, les traces d'encre et les traces de peinture. Et les instituteurs que j'ai interviewés pour mon travail ont eu l'occasion de me dire à plusieurs reprises, enfin plusieurs personnes m'ont dit à plusieurs reprises, que porter la blouse, c'est quand même répondre à un certain nombre d'usages. La boutonner, n'épingler aucun signe distinctif ou idéologique. Et souvent, ça recouvrait le vêtement civil, ce qui permettait de le protéger tout en le gardant et en ayant chaud, de planquer les craies et toutes choses qui pourraient traîner sur la table des écoliers. Et M. Pelé en particulier m'a déclaré, lui qui était instituteur freiné à Brest pendant près de 30 ans, sa blouse était son étendard et son bouclier. Il affichait sa fonction d'instituteur auprès des parents d'élèves, en particulier quand il fallait manifester précisément cette autorité. C'est à peu près le même principe qui régit la tenue des infirmières qui s'affranchissent au tout début du XXe siècle, et en particulier à partir de 1910, des tenues des religieuses soignantes
qui était encore largement dominante. Et les premières tenues d'infirmières, comme celle-ci qui pose dans le studio de Lucien Bailly à Saint-Brieuc en 1914 ou en 1917, c'est une tenue très enveloppante, avec, comme vous pouvez le voir, une coiffe qui protège les cheveux et qui protège la contamination des cheveux vers le soignant, éventuellement. Le tout très enveloppant et qui n'est pas encore tout à fait affranchi de la cornette des religieuses. Cette tenue avait quelque chose de particulier dans ce sens que, comme plusieurs témoins en ont parlé, elle était très féminine et cette féminité était ressentie aussi bien par les soignants que par les soignés, comme en parle Henri Paulès. Voilà un aspect des vêtements de travail au féminin dont je vous reparlerai tout à l'heure. Avant de passer à des vêtements plus modernes dans le domaine des soins, je crois utile d'insister sur le fait que ce type de photographie était en fait rigoureusement interdit en 1914. Le ministre de la Guerre avait enjoint tous les préfets à interdire aux femmes qui étaient des bénévoles de la Croix-Rouge, comme cette personne qui porte l'insigne de la Croix-Rouge et qui était donc une bénévole, qui avait bénéficié de 2 mois de formation aux soins ou de 6 mois pour les soins de guerre, mais qui étaient des gens de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, des gens disponibles. Le gouvernement a interdit aux femmes de porter ce vêtement dans les rues et a fortiori également dans les studios de photographie, même si ces photographies restent dans le domaine strictement privé. Pourquoi ? Eh bien parce que le gouvernement voulait protéger les infirmières de l'assistance publique, qui avant le premier concours d'infirmières qui est organisé en 1922 pour le premier diplôme d'infirmière, étaient les gens qui travaillaient pour le compte de l'État et qui regrettaient qu'une des distinctions les plus en vue entre 1914 et 1917 était de se promener dans les rues avec une tenue de la Croix-Rouge. La tenue d'infirmière est à l'origine d'un certain nombre d'essais, comme ce projet d'ensemble d'infirmières de Jeanne Lanvin en 1916, où vous voyez que toute la distinction ici est rapportée à la tradition maritime par la couleur et par l'ampleur du col. Excusez-moi. Avant que arrive dans les hôpitaux la tunique d'infirmière, comme cette tunique de l'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé, qui a été portée entre 1960 et 1990 par les infirmières. Alors, cette tenue a quelques caractéristiques. Elle est blanche pour supporter la désinfection à 90 degrés sans que les couleurs passent. Elle est résistante, elle est couvrante. Et elle est faite avec des fibres de synthèse qui se répandent à la fin de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'elle supporte les hautes températures. Elle permet également de distribuer des codes de couleur, le blanc pour les médecins, le bleu ou le vert pour les services de chirurgie, le rose pour les sages-femmes et pour la pédiatrie. Un élément caractéristique de cette tenue d'infirmière est la petite puce qui est cousue dans la doublure à gauche de cette tunique, qui contient des informations biométriques pour l'affectation de la tenue à telle infirmière, les mensurations, le rythme des nettoyages. Le tout est enregistré au moment du nettoyage, avant que ne se répandent les tabliers chasubles et les combinaisons jetables, qui sont plus répandus, évidemment, aujourd'hui. Du côté des ronds de cuir, comme on les appelle, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les bureaux et qui ont pris au début du XXe siècle l'habitude d'installer un rond de cuir sur leur chaise pour amortir la position assise, et plus précisément dans le domaine des dames dactylographes et les demoiselles du téléphone, la blouse est de rigueur, même si ces blouses peuvent faire l'objet de fantaisie, comme dans cette entreprise de Saint-Brieuc en 1929. Avec un élément caractéristique du travail en bureau, qui pouvait l'être aussi chez les institutrices, c'est la lustrine, cette espèce de manchon qui était mis à hauteur du poignet pour protéger des salissures les plus violentes. Tous ces vêtements-là ne sont pas sans générer toute une série de remarques sur la féminité
et sur l'usage de la blouse en termes de pudeur. C'est Jacques Blanquen, encore le directeur de la conserverie Petit Navire à Douarnenez, qui témoignait en 1970 de ceci. Et puis pour avancer, il nous faut parler parmi les vêtements tout faits, très spécialisés et représentatifs de communautés, de la situation des femmes pendant la guerre de 1914-1918, quand elles sont amenées à travailler dans les usines d'armement, où on les appelle volontiers les munitionnettes, qui fabriquent des munitions. La presse de l'époque s'amuse beaucoup, en particulier cette revue La Baïonnette, sur la manière dont les femmes tout d'un coup remplissent le monde du travail au grand étonnement des hommes, avec, comme vous pouvez le voir dans les différents dessins qui sont des dessins humoristiques, une tendance à l'élégance absolue. La même presse s'amuse à gauche de la manière dont une femme prend un travail dans d'éclairage public dans les rues, avec un vêtement normalisé qui étonne beaucoup l'homme caricaturé devant elle, ou La Baïonnette, toujours cette revue humoristique qui s'amuse d'un homme qui fait la vaisselle parce que sa femme est au front. En fait, sa femme est en usine. Et c'est le règne de la combinaison qui va triompher pendant cette période. Cette combinaison qui est constituée par une étoffe qui résiste au feu, qui s'appelait à l'époque le lasting, souvent noire, quelquefois blanche, utilisée très régulièrement à la poudrerie de Toulouse, où ces photos en montrent le détail, en 1916, mais c'était strictement la même combinaison qui est portée par les jeunes femmes de la poudrerie de Pont-de-Buis, où vous pouvez le voir sur le dessin d'interprétation, que c'est une tenue qui ne s'enfile pas par la tête pour que les poussières ou les matériaux dangereux qui auraient pu séjourner sur les cheveux ne viennent pas sur la peau au moment d'enfiler la combinaison. Elle est serrée au poignet, serrée au genou, serrée à la taille, toujours avec le même objectif que les poussières ou les poudres ne circulent pas sur la peau des ouvrières. Cette manière de présenter les combinaisons a ceci de particulier qu'elle donne lieu à toute une série d'interprétations. D'abord, il faut vous dire une chose, c'est que ce qui est assez curieux, c'est que cette combinaison en étoffe lasting était en fait une combinaison à la mode juste avant-guerre. C'était la jupe-culotte de la maison Bischoff et David qui était très répandue aux courses d'Auteuil. Et elle était tellement répandue qu'en 1916, une couturière parisienne, Madame Comard, a présenté un brevet, qui est toujours consultable à l'Institut national de la propriété industrielle, en faveur de cette combinaison-ci, qui s'appelle la Françoise, et qui est finalement une interprétation pour le monde ouvrier féminin d'une tenue de jupe-culotte à la mode dans les champs équestres de la banlieue parisienne. C'est également une tenue d'ouvrière qui s'expose à toute une série d'interprétations ou d'interprétations symboliques. Vous voyez par exemple ici la tenue des ouvrières de la Pont-de-Buis photographiée par Josse Le Douaret, le grand photographe de cartes postales de dynastie qui aujourd'hui a son fond à Châteaulin. Comme vous pouvez le constater, ces ouvrières portent des chaussures vernies, la combinaison certes, mais en plus elles ont une allure qui s'apprête d'un ensemble de femmes qui s'apprêteraient presque à danser. C'est une interprétation, disons, folklorisante, folklorique du labeur féminin à Pont-de-Buis. À cette perception folklorique s'ajoute autour de cette combinaison portée par les ouvrières munitionnettes une autre dimension, la dimension patriotique, comme vous pouvez le voir par exemple avec cette photo à gauche, la photo de Marie-Louise Cadet, qui est une ouvrière à la
poudrerie de Pont-de-Buis, photographiée toujours par l'éditeur de cartes postales Josse Ledoiré, avec cette mention « Une solide gaillarde bien dessinée à tenir jusqu'au bout », où l'on associe cette combinaison purement ouvrière à un propos patriotique. C'est l'occasion d'ailleurs de vous proposer de remarquer 2 ou 3 détails. La médaille portée autour du cou, qui est une obligation en cas d'accident pour pouvoir identifier la personne dont le matricule figure sur la médaille métallique. Le même matricule figure en toutes lettres à hauteur de la poitrine de cette jeune femme, tout comme le brassard qu'elle porte sur le bras gauche et qui indique qu'elle travaille à la poudrerie de Pont-de-Buis. Le sort de ces femmes, d'ailleurs, est un sort terrible, puisqu'elles sont embauchées en très grand nombre en 1914. Elles sont d'ailleurs 3000 en 1918. Elles font grève et elles sont toutes, ou presque toutes, licenciées en 1918, au moment où les hommes qui sont encore vivants peuvent retrouver le chemin de l'entreprise. Et c'est la même combinaison que la même entreprise, la poudrerie de Pont-de-Buis, impose à d'autres femmes qui travaillent, elles, dans les tourbières des Monts d'Arrée, en particulier à des activités de plein air, pour lesquelles cette combinaison n'est pas faite, en consistant à transporter les pins de tourbe extraits du sol jusqu'à des wagons qui ensuite acheminent cette tourbe en pin vers la poudrerie de Pont-de-Buis qui s'en sert de combustible en remplacement du charbon. Et enfin, il est utile de souligner que ce sont aussi en combinaison que les ouvrières parisiennes ont pu manifester en mars 1915, tout comme elles le faisaient à Châteaulin et à Pont-de-Buis au même moment, en combinaison, mais il n'y en a pas de photographie, à un moment où les femmes exigent, après des années de labeur et de fatigue, le retour des hommes et un paiement supérieur. Ce qu'elles obtiennent avec une augmentation de salaire d'1,50 franc qui est acquis rapidement. Elles avaient bloqué les usines d'armement. Alors pour terminer, je voudrais simplement attirer votre attention sur la manière dont aujourd'hui le vêtement de travail porté par les femmes peut devenir un élément symbolique d'un malaise ou d'une colère à partir du moment où, comme vous avez pu le constater, à l'hôpital de Lorient il y a quelques années, les soignants ont jeté leur tenue de travail pour protester contre le projet de réforme des retraites. Et l'on trouve des situations tout à fait comparables à Saint-Nazaire, à Quimper et à Brest, où le vêtement de travail devient le symbole du travail que l'on souhaite dans les meilleures conditions et dont on se débarrasse pour manifester le mécontentement le plus voyant possible. C'est également ce qui s'est produit au barreau de Lorient en janvier 2020, au moment des vœux du président du tribunal. Je crois que c'était même en présence de la ministre de la Justice, avec les avocats qui ont jeté leur robe pour protester contre un autre projet de réforme des retraites, à un moment où, dans la presse, un bâtonnier déclare « J'ai mal à ma robe ». Et puis, terminer sur le vêtement de travail d'aujourd'hui, sans évoquer les équipements de protection individuelle du début de cette rencontre, c'est évoquer l'intérêt de jeunes stylistes pour certaines traditions textiles du travail. Nolwenn Faligot, une styliste basée dans le Finistère, qui est aujourd'hui très active dans le mouvement Pevarzek, qui est une réplique auprès de jeunes artistes du mouvement des Seisbreurs, d'être breton et moderne. Eh bien, Nolwenn Faligot s'est inspirée du Calaboussen, ce passe-montagne que vous voyez à gauche dans la collection du Mucem à Marseille, qui était porté par les goémoniers du pays Pagande pour se protéger des embruns lorsqu'ils embarquaient pour pêcher le goémon. Nolwenn Faligot s'est inspirée de cette cagoule, de ce passe-montagne pour faire une capuche qu'elle porte là et qui est en fait une capuche amovible qui est pliée dans le sac et qui peut être ajustée sur la tête en cas de pluie. Et puis pour finir, je pensais intéressant de vous montrer le projet
le projet, oui, qui est exécuté, de veste de bleu par la styliste de Morlaix, Bleuen Sévenot, pour Breizemode en 2015. Breizemode, vous le savez, c'est la grande centrale d'achat de tous les centres Leclerc à Landerneau. Et Bleuen Sévenot avait été invité à faire une veste de bleu modernisée. Ce qu'elle fait en introduisant un fil de couleur rouge pour coudre les boutons, une poche cœur et des surpiqûres autour du col et des manches. Enfin, comme l'indique cette publicité que je voulais vous proposer pour finir en plaisantant, la femme autour du vêtement de travail reste quand même un très grand prescripteur, comme vous pouvez le voir dans ce petit buvard qui a été distribué dans les écoles des Côtes-d'Armor au début du XXe siècle. Et alors que toute la statistique indique que, encore jusqu'en 1960, ce sont les femmes qui achètent le vêtement de travail dans les commerces, en prenant soin de vêtir d'ailleurs à peu près au même moment, dit ce sondage, toute la famille, mais également en imaginant être chargé de sa réparation, de son nettoyage, et en prenant soin la plupart du temps de le prendre à la taille au-dessus, sachant que le bleu de travail ou la veste de travail ou tout autre vêtement différent est porté au-dessus du vêtement civil. Voilà. Pour terminer, je voulais surtout espérer que vous ayez pu voir à travers ce que j'ai tenté de vous montrer que le vêtement de travail féminin cristallise objectivement beaucoup d'étapes du progrès social, notamment dans la manière de se protéger au travail, mais que le vêtement de travail féminin a été en permanence poursuivi par l'idée de la féminité ou de la nécessité de rester une jolie femme ou une femme bien habillée. Et c'est d'ailleurs en ces termes-là que Madame Comard, dont je vous parlais tout à l'heure, dépose son brevet à l'Institut national de la propriété industrielle. Non, une femme ne peut pas porter un pantalon en usine, même en cas d'urgence, comme c'est le cas pendant la guerre. Il lui faut une tenue féminine qui puisse flatter la beauté classique des femmes. Comme vous avez pu le voir également, un des rôles centraux des femmes, indépendamment de la manière dont elles portent le vêtement, c'est qu'elles sont au fer. Elles fabriquent le vêtement de travail d'une manière très régulière, à ce point même que le grand historien du vêtement de travail, Jérémy Brucker, un universitaire nantais, a pu écrire que c'est un paradoxe parce que c'est une époque où les femmes sont les premières et principales manipulatrices et productrices d'étoffes et de vêtements, alors que le vêtement de travail féminin lui apparaît à lui comme ayant été l'antinorme. Je pense également qu'il n'est pas inutile de souligner qu'à un moment où dans notre société, on réfléchit beaucoup à rompre avec la fast fashion et à la manière de polluer la planète dans l'industrie textile, eh bien, les équipements de protection individuelle sont exactement dans le grand circuit de la mondialisation qui se fait fortune avec des textiles fabriqués à très bon marché au Bangladesh, en Inde, en Chine, dans des conditions que vous pouvez soupçonner, qui ont été parfois révélées par la presse, ce qui crée un paradoxe entre l'intérêt des stylistes qui, comme Nolwenn Faligo, va chercher des étoffes, des chutes de chez Armor Luxe à Quimper pour fabriquer dans des conditions écologiques les vêtements dont elle a fait le dessin. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était passionnant. Je voulais juste peut-être, avant de vous passer également la parole, peut-être vous poser une ou deux questions. La question que je me suis posée durant la conférence, c'est est-ce que les femmes ont dû lutter davantage que les hommes pour obtenir certaines tenues de travail? Je pensais par exemple à celle de la poudrerie de Pont-de-Buis ou d'autres. Est-ce que ça a d'abord été l'objet de revendications ou est-ce que c'était déjà pensé avant qu'elle n'arrive, par exemple, à la poudrerie où on voyait au tout début aussi
les munitionnettes de l'arsenal de Rennes, bon, elles n'ont pas tout à fait des tenues de travail, mais est-ce que ça a été l'objet de revendications précises? Eh bien, à l'arsenal, tout comme à l'arsenal de Rennes, comme à l'arsenal de Brest, mais aussi à la poudrerie de Pont-de-Buis, c'est l'État le patron. Et il y a une injonction à porter cette combinaison pour les femmes quand elles arrivent dans l'entreprise à la fin de l'année 1914 ou au printemps 1915. Elles sont dans l'obligation de le faire. Pas partout, pas dans tous les ateliers, mais dans tous les ateliers où il y a manipulation de poudre, elles sont obligées de porter ce vêtement. Ce vêtement qui fait l'objet d'ailleurs de commandes très nombreuses auprès de confectionneurs locaux, à Douarnenez, à Quimper, mais aussi, on en a trace, à Angoulême. Les femmes, on ne connaît pas d'expression particulière des femmes vis-à-vis de ce vêtement, vis-à-vis de l'obligation de le porter, vis-à-vis d'autres aspects comme le nettoyage, qui incombait, semble-t-il, à l'entreprise, mais je pense qu'elles étaient dans l'obligation de porter ce vêtement. Mais est-ce que parfois, elles ont demandé également à avoir des vêtements de travail qu'elles n'obtenaient pas dans d'autres circuits, dans d'autres... Oui. Parce que ça protégeait, enfin, c'est aussi un objet de progrès social, aussi d'être protégé au travail. Oui. Les revendications concernant le vêtement sont rares dans les archives ou dans les témoignages. À Pont-de-Buis, moi, je n'en ai vraiment pas vu la moindre trace, dans les arsenaux bretons non plus. À Douarnenez, il y a eu des revendications qui étaient d'ailleurs d'abord des revendications salariales, puis des revendications pour disposer de vêtements plus adaptés, qui ont toujours été refusées, puisque les conserveurs en faisaient une religion de laisser les femmes se vêtir à leur manière et se protéger au travail comme elles l'entendaient. Les conserveurs, d'ailleurs, ont laissé des traces, des textes assez étonnants, qui ont été collectés il y a une quarantaine d'années, où ils disaient que, comme les femmes de Douarnenez s'habillaient très joliment le dimanche et lors des noces, elles avaient les moyens de s'habiller pour aller à la conserverie. Saper comme des princesses, elles disaient les conserveurs, ce conserveur. Et peut-être une petite question aussi sur les femmes des tourbières qui donc ont cette combinaison qui ressemble à celle de la poudrerie. Je me suis demandé comment ces femmes, comment c'est arrivé jusque dans les tourbières des Monts d'Arrée, cette fameuse combinaison. Enfin, si vous avez une explication. Elle est issue du vestiaire des ouvrières de Pont-de-Buis, puisque c'est la poudrerie de Pont-de-Buis qui exploitait la tourbière des Monts d'Arrée pour se procurer de la tourbe en pain plutôt que du charbon, qui faisait défaut. Ce qui est surprenant, c'est que c'est au moment où les femmes quittent violemment, parce qu'elles sont licenciées, l'entreprise en 1918, que d'autres portent un vêtement qui est d'ailleurs déjà un vêtement d'occasion, certainement, mais qui n'est pas un vêtement de plein air. Mais en fait, c'est bien la même entreprise, l'État, et la poudrerie de Pont-de-Buis qui impose ce vêtement aux jeunes femmes qui travaillent dans les Monts d'Arrée. Et peut-être une autre question, après je vous laisserai la parole. Certains vêtements, des habits de travail, comme par exemple, vous avez parlé du calaboussen, dont se coiffaient les goémoniers, le cabic ou d'autres vêtements de travail masculin sont devenus des objets de mode. Le cabic aujourd'hui, il y a aussi d'autres exemples. C'est pas le cas des habits féminins. Enfin, je crois pas. Est-ce qu'ils sont devenus des habits de mode ou alors ils étaient déjà... Non, vous avez raison. Il y a une inversion de genre avec le calaboussen, qui est d'abord, comme le cabic d'ailleurs à l'origine, un vêtement strictement masculin, qui devient un accessoire de style féminin aujourd'hui. Il n'existe pas de situation inverse. Le ciré des marins, à part les cirés cotten, qui sont des cirés unisexes, mais le cirage, autrefois, c'est-à-dire la toile de coton passée à l'huile de lin, qu'on appelait le cirage, avant de l'appeler le ciré, était un attribut strictement masculin. Le bleu de travail, les femmes en étaient totalement exclues. C'est un vêtement masculin par nature. Il y a de belles réflexions sur la manière dont on peut porter le bleu de travail féminin.
aujourd'hui, dans le joli film de Bernadette Bourvon, que vous avez peut-être vu, il a été diffusé sur France 3 Bretagne, il s'appelle La vie en bleu, c'est un film qui doit avoir 5-6 ans, où il y a plusieurs personnes qui témoignent de leur relation à leur habit de travail, dont une jeune femme absolument charmante, savoureuse, qui explique qu'elle est ouvrière en joaillerie dans le Morbihan et qu'un jour elle est amenée à faire une livraison dans Rennes, près de la place du Parlement, et qu'elle traverse tout Rennes, de la gare jusqu'à la place du Parlement, en bleu de travail, et qu'elle en est vraiment particulièrement fière. Est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez, on peut même revenir, si besoin, sur certaines des photos que vous auriez envie de revoir. Ou... On vous laisse la parole. Je vais parler fort. Est-ce que certains chefs d'entreprise avaient un certain soin pour bien habiller leurs ouvrières, justement pour avoir une certaine réputation et une certaine renommée dans le paysage industriel? Oui, oui, il y en a. Alors il y a Mélanie Roy, dont je vous parlais tout à l'heure, à Riec-sur-Belon, dont l'intention était de bien faire et de montrer son attachement à son territoire, à ses traditions et aux soins qu'elle apporte à ses employés, même si ça prenait une forme singulièrement folklorique. Il existe des entrepreneurs qui avaient une attitude humaniste, qui cherchaient à protéger les ouvrières des dangers, ou qui pouvaient, avec le vêtement de marque, plus récemment, associer une femme et son vêtement à la notoriété de l'entreprise, avec un flocage bien en vue qui faisait que le corps de la femme, comme le corps de l'ouvrier d'ailleurs, au même moment devenait porteur d'un slogan dont il n'était pas l'auteur, mais qui était une demande de son entreprise. Moi j'aimerais, et je crois qu'il y en a, trouver des chefs d'entreprise qui avaient des attitudes humanistes, comme j'en ai trouvé en Alsace, notamment autour de la maison Dollfus, qui était une immense entreprise de métallurgie, qui accordait grand soin aux vêtements de travail portés par le personnel, et en particulier le personnel féminin. Donc c'est un travail à faire, je n'ai pas encore trouvé d'archives ou de témoignages qui pourraient le certifier, mais je pense que ça existe. Il y a aussi des éléments contraires que beaucoup parmi vous connaissez peut-être, qui est l'inverse. La manufacture des tabacs de Morlaix, grande entreprise de l'État, qui habille les hommes, mais jamais les femmes, et qui impose aux femmes, vous le savez peut-être, la fouille des poches à la sortie de l'usine tous les midis et tous les soirs. Car la poche de la blouse peut devenir le lieu où l'on camoufle du tabac ou une pièce qui aurait été dérobée dans l'entreprise. Donc entre cette violence sociale-là et des formes plus humanistes, il y a toute une gamme, mais malheureusement, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Je n'ai pas d'exemple probant dans notre région. Pas encore, vous devrez revenir pour ça. Peut-être une aussi sur le fait qu'il semble que l'habit féminin, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, soit pris dans des injonctions contradictoires, à la fois donner aux femmes un vêtement de protection, mais qui doit rester féminin, tout en ne montrant pas trop les formes. Voilà, il y a toujours cette espèce de tirage entre plusieurs injonctions. Oui, vous avez raison, et c'est vraiment quelque chose de typique et qui se retrouve dans des tas de domaines industriels ou d'administration. Et je trouve ça étonnant parce que c'est exactement l'inverse des comportements masculins. Parce qu'on demande aux femmes de porter un vêtement de travail dans lequel leur beauté, leur marche, leur façon de marcher, leur cou, leur chevelure soient respectées, soient aussi féminines que possible. Pour qui ? Pour elles ou pour ceux qui les regardent, alors que la masculinité dans le vêtement de travail des hommes, c'est de ne pas porter de vêtements de travail. C'est cette fameuse virilité qui a été étudiée par des historiens anglais qui constatent que dans les mines
en Angleterre, pendant des décennies, les hommes refusent de porter un vêtement de travail parce que c'est pas viril, c'est pas adapté, ça ne leur plaît pas. Donc ils se faisaient, ils attachaient de l'importance à ne pas porter de vêtements pour garder leur virilité. Au même moment, on demande aux femmes de surtout ne pas perdre leur féminité. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous remercie beaucoup. C'était fort intéressant. Pour ceux qui aimeraient acquérir le livre de Pascal Aumasson, il en a apporté quelques exemplaires. Donc, vous êtes... voilà, il n'y a pas de souci, il y en a.